Merci, chère Amélie, cher Franck, et toute l'équipe de l'organisation. Alors, je crois qu'on ne dit plus les mardis de la philosophie, mais les matins. Mais c'est toujours le mardi et c'est toujours le matin. Peu importe le flacon, tant qu'on est livré. C'est vrai que c'est la 3e fois. Et c'est vrai que je ne suis plus venu depuis maintenant 5 ans, 5 années à tout de même faire des tas de choses extrêmement différentes, mais à essayer de rester philosophe dans tous les sens du terme. On me demande souvent d'essayer de définir la philosophie. Et on me le demande souvent parce qu'on me prend un témoin, parce que je ne fais pas que de la philosophie, j'ai l'air de faire plusieurs choses. Vous m'entendez suffisamment? Oui. J'ai l'air de faire plusieurs choses à côté. Et vous entendez pas bien, madame? Ok, on va faire plus simple. On me demande souvent, voilà, on me demande souvent d'essayer de définir la philosophie. D'habitude, je la définis tout simplement en disant que ce n'est au fond qu'une machine qui sert à transformer les réponses en questions. C'est une boîte à outils conceptuelle. C'est l'éloge du doute, du travail, d'une méthode aussi, d'une certaine rigueur. Mais c'est toujours corollaire au fait de ne jamais être content de soi, de toujours considérer que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être, de pratiquer la science de l'étonnement. Et donc, une des raisons qui fait que j'aime beaucoup ces cycles de conférences, et il m'est arrivé il y a quelques années, j'ai un peu moins le temps maintenant, c'est vrai, mais de les suivre aussi comme spectateur, c'est qu'ici, on fait vraiment de la philosophie. Je veux dire par là que l'idée des matins philo, c'est pas simplement de venir écouter des conférences ex cathedra de gens qui maîtrisent complètement un sujet. C'est un espace, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, qui est ouvert à une forme de fragilité, à des pensées en construction, à des choses qui se créent. Il y a beaucoup de mes collègues philosophes et moi-même qui avons, je crois, testé des embryons d'idées ici et qui les discutons avec les personnes qui ont l'amabilité et le temps de venir écouter quelques digressions et de réagir. Et au fond, c'est toujours comme ça qu'on devrait philosopher. La plupart des idées, des vraies, belles idées, elles se déploient moins dans la solitude d'une bibliothèque ou d'un cabinet que dans l'échange et dans la confrontation. Combien d'idées ne sont pas venues simplement parce que vous êtes en discussion, et vous allez voir que ça a tout de même un lien direct avec notre sujet d'aujourd'hui et sur ces 6 conférences. Combien de moments où la lumière ne jaillit que parce que vous êtes dans une interaction. Alors, Amélie l'a dit, quand elle m'a recontacté il y a un peu plus d'1 an et qu'on s'est vu dans ces galeries d'ailleurs quelque part ici avec Franck Pirobon. L'idée était de me réinviter une 3e fois, j'en étais ravi. Et puis on a discuté des sujets. Et parmi les 2-3 sujets que j'ai proposés, eux, parce que vous devez savoir que c'est eux les chefs après tout, eux ont fini par dire, au fond, le peuple, ou reparler de philosophie politique, après tout, c'est intéressant, allons-y. Je le dis parce que le sujet a été choisi vraiment in tempore non suspecto. Il y a 1 an et 1 mois ou 2, lorsque nous nous sommes vus, je n'avais aucune idée, mais vraiment, que dans les mois à venir, je changerais d'existence au point de faire de la politique en partie une partie de ma vie. Alors rassurez-vous, vous n'aurez pas droit à un speech politicien, mais on va parler de philo-politique, j'y peux rien, ça va être comme ça. On va se désaxer de la situation politique actuelle, mais on va parler de politique au sens large, on va parler de populisme, on va parler des mouvements qui prennent notre présent et qui nous agrippent. Et pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore comme philosophe, ma méthode à moi, Amélie a gentiment cité certains de mes livres, ça consiste à s'interroger sur le temps présent, généralement au départ de faits qui semblent anecdotiques, ou d'histoires qui ne semblent pas grand-chose au départ et qui sont pour moi révélatrices. J'ai fait un livre sur le point Godwin, donc cette idée que c'est très populiste d'ailleurs, l'idée que toute discussion en ligne sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui se prolonge, arrive rapidement à impliquer des thèses radicales et à amener la question des nazis, du massacre des Juifs, etc. etc. En fait, c'est une manière, c'est une pelote le fil d'une pelote qui amène à parler de la liberté d'expression au sens large. J'ai fait un petit livre chez Flammarion l'année dernière sur le marché amoureux, aussi au départ de choses anecdotiques. Et mon prochain livre, c'est ma seule minute d'autopromo sur les 6 conférences. Je sors un petit bouquin dans la collection de notre ami Laurent de Sutter, qui est aussi un habitué, sur la religion, mais au départ d'un phénomène particulier qui est le pastafarisme, c'est-à-dire ces individus qui mettent une passoire sur leur tête et qui font semblant de croire
parce qu'ils font semblant, c'est ça tout l'intérêt, de croire que le monde aurait été créé par un monstre en forme de spaghetti volant. Et donc c'est un essai sur la religion, évidemment, mais qui prend encore aussi l'anecdote. Et c'est important parce que, bon, d'abord, c'est une méthode c'est une technique qui vise à emporter l'attention et donc peut-être parfois l'adhésion d'un lecteur ou d'un public, parce qu'il n'y a rien à faire. Dans toute matière, si vous y allez de manière doctrinaire, personne ne vous écoute. Si vous commencez à raconter des histoires, vous obtenez de l'attention. Et puis, nous sommes des êtres d'histoire. Nous sommes des civilisations historiques. De l'Odyssée jusqu'à Netflix, nous sommes friands de fiction. Et toute notre culture est liée à une maîtrise de la fiction, en ce compris notre culture politique, en ce compris notre culture religieuse. Et puis la politique, la philosophie politique est en fait un retour pour moi à une forme de base, parce que je suis un philosophe politique. J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur les critiques des droits de l'homme. Donc il y avait les droits de l'homme et je me suis intéressé, juste pour essayer de titiller les choses, j'ai essayé de m'intéresser aux penseurs qui ont émis une critique des droits de l'homme. Et ça regroupe des gens très différents, de Marx à Nietzsche, en passant par Carl Schmitt et Edmund Burke, et c'était très intéressant. J'ai fait ma thèse, et je pourrais donc un tout petit peu m'en servir pendant ce cycle de conférences, sur l'histoire philosophique de la souveraineté. Comment est-ce que la souveraineté, qui n'a pas toujours été une souveraineté populaire, s'est établie depuis Jean Bodin jusqu'à Hegel. Et si la politique m'intéresse comme sujet philosophique, c'est que c'est tout sauf une science exacte. C'est de la matière humaine. Et donc c'est fragile. Et donc c'est largement imprévisible. Lorsqu'on vote à une élection, mais maintenant que j'ai fait les deux côtés de la barrière, je peux vous le confirmer, on ne vote pas juste pour des idées, on vote pour des personnes. Dans des proportions, et c'est ça le problème du populisme, largement, dans des proportions qui ne sont pas aisées à différencier. Il peut nous arriver d'avoir une adhésion pour une personne dont on ne partage pas toutes les idées. D'ailleurs, c'est quand même difficile de partager 100% des idées d'une personne, quelle qu'elle soit. Mais il y a un vote qui porte aussi sur la capacité d'une personne, sur son caractère, sur le fait de se l'imaginer en temps de crise, sur la manière dont elle peut contrôler ses nerfs. Nous ne votons pas juste pour des idées de manière désincarnée. Et puis la politique, c'est passionnant parce que quelque part, c'est un métier impossible. Freud disait qu'il y a trois fonctions, trois métiers impossibles par définition. C'est enseigner, soigner et gouverner. Et ces trois fonctions, disait Freud, exposent l'être humain à d'autres êtres humains et donc à de la matière infinie. Et un chercheur me disait, c'est amusant, c'est aussi les trois domaines dans lesquels on enregistre le plus de burn-out. L'enseignement, les soins et quelque part la gouvernance d'une manière ou d'une autre, parce que vous êtes confronté à des objets qui ne sont jamais tout à fait finis. Et donc, quand on m'a proposé de repartir sur de la philosophie politique, le thème du peuple m'est apparu assez naturellement. Je me retournais tout le temps parce que moi, je ne vois que des trucs blancs et je ne vois ceci qu'ici, mais c'est ici que ça marche, donc tant mieux. Pourquoi parler du peuple? D'abord parce que, c'est peu de le dire, nous avons une crise de la représentativité sans précédent. Est-ce que c'est une crise de la représentativité ou une crise de la démocratie? On a l'impression que nous avons des démocraties qui ne sont plus adaptées aux défis actuels. On peut parler du climat, où clairement l'émergence d'une volonté de gouvernance climatique et d'une saisine des enjeux se heurte à des démocraties qui sont limitées dans le temps et dans leur approche, ce qui stimule beaucoup les mouvements climatiques des jeunes actuellement. Bruno Latour, le chercheur climatologue, avait suggéré jadis qu'il faudrait que toutes les lois dans les différents pays soient validées par une sorte de chambre des êtres humains qui doivent encore advenir. Une chambre parlementaire qui devrait représenter les intérêts de tous les êtres humains qui ne sont pas encore là, et qu'on ne voterait peut-être pas les lois de la même manière. Jacques Attali a un peu défendu une idée du même genre. Et donc, ce que moi je n'aurais pas cru il y a encore 20 ans, c'est ce que nous voyons sous nos yeux, c'est-à-dire un discours commençant à remettre en cause la démocratie en tant que telle, en tout cas dans son schéma actuel. Et ça, c'est relativement, je trouve que c'est relativement nouveau. Et ça doit nous interroger parce que c'est vrai qu'au fond, il n'y a pas de raison que la démocratie soit un régime plus stable et plus sûr que d'autres.
Toutes les civilisations du monde ont cru que leur régime, que leur système était stable et éternel. Alors, au fond, on pourrait retourner le principe. Au nom de quelle arrogance, de quelle prétention extraordinaire estimerions-nous que notre système démocratique, lui, devrait valoir, devrait survivre pour toujours? De Platon jusqu'à Marx, il y a toujours eu cette idée dans la pensée philosophique et dans la pensée politique d'essayer de trouver la bonne combinaison entre l'individu et le système, entre un régime politique et l'être humain et ses aspirations. Et de Platon jusqu'à Marx, j'aime bien ces deux exemples parce que ça forme une ligne, mais aussi en passant par des penseurs plus libéraux, il y a toujours une idée d'avoir trouvé le régime qui va rendre heureux tout le monde et qui va stabiliser les choses. Et le problème de la démocratie, mais aussi son intérêt, c'est qu'elle prend acte de tous les échecs passés. La démocratie, et singulièrement la démocratie libérale, en ce compris dans son rapport avec le peuple, porte sa fragilité, sa contingence, son étendard. La démocratie, elle sait qu'elle est fragile. Et c'est même tout le problème, on le verra dans l'une des conférences, de son duo difficile avec des notions plus fortes et plus solides comme la nation. La nation, ça vous emmène quelque part, c'est une promesse. Il y a une promesse d'identité, de cohérence entre qui vous êtes et ce qu'est l'ensemble. La démocratie, c'est fragile, c'est du brol, c'est laborieux, il faut voter pour des gens, ils ne sont pas toujours compétents, alors il faut voter pour d'autres gens, ça prend du temps, on a l'impression qu'il y a des grands moments d'attente où il ne se passe rien, et on a l'impression que c'est fragile, et sans doute que ça l'est. Nous ne sommes après tout que près 70 ans de la démocratie assise sur ses bases sociales et représentatives et universelles, puisqu'on peut compter une démocratie véritablement universelle qu'à partir du moment où les femmes votent, c'est-à-dire 48-49 en Belgique. Finalement, tout ça est relativement récent, et peut-être sommes-nous déjà dans une forme de fatigue. Donc il y a une crise de la représentativité à la fois par le haut et par le bas. Par le haut, parce qu'il y a les effets de la mondialisation libérale, il y a les effets de crise qui, visiblement, ne peuvent pas trouver de résolution au seul niveau national. On a parlé du climat, on pourrait parler de la migration, sujet sur lequel je pourrais vous entretenir en tant que tel longtemps, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On pourrait parler des équilibres nord-sud de manière générale. Et donc, c'est la démocratie, ou plus exactement la légitimité de la représentativité qui semble fondre comme neige au soleil. Je dis ça parce que même ceux qui vont vous dire qu'il y a une crise de la démocratie ne vont pas vous dire ouvertement qu'il ne faut plus de démocratie. Il y a un discours alternatif qui est en train d'émerger en disant non, il faut une vraie démocratie. Par exemple, et on y consacrera la quatrième de ces conférences, il est question de savoir si une démocratie ça doit obligatoirement se définir par le recours au suffrage, à l'élection. Des gens comme Bernard Manin et plus près de nous comme David Van Reybrouck défendent l'idée que, mais non, il n'y a pas de fatalisme. Nous sommes victimes d'un biais qui a été pris au lendemain de la Révolution française et des révolutions. On a axé nos visions de la démocratie sur l'élection et sur un mécanisme de représentation. Mais au fond, peut-être qu'avec le tirage au sort, ça marcherait. Et comme on cherche des alternatives, comme on voit bien que la représentativité toute seule, ça ne marche plus, vous voyez fleurir légitimement, en ce compris dans certaines instances comme le Parlement bruxellois par exemple, des tentatives visant à mettre plus de panels citoyens, de tirage au sort, à essayer de trouver des mécanismes où on relie des simples citoyens, entre guillemets bien sûr, à la décision politique, à essayer de les rapprocher. La question de savoir si ça marche, ce qu'on verra donc plutôt dans la quatrième conférence, et si c'est nécessairement une bonne idée, comme si le peuple avait toujours raison, et comme si les gens qui acceptent volontairement d'être tirés au sort et de participer ne sont pas déjà des convaincus de la démocratie, et que c'est peut-être pas ça le fond du problème, c'est qu'il y a aussi des tas de gens qui n'en ont, et beaucoup, qui n'ont pas grand-chose à faire de la gestion publique, et que c'est peut-être ça la base du système, et que c'est plutôt eux qu'il faut intéresser à la gestion publique. Eh bien, on verra ça ensemble lors de la quatrième conférence, en faisant une lecture approfondie de l'ouvrage de David Van Reybrouck. Et puis, il y a le fait que la démocratie est une étiquette parfois bien commode. J'étais frappé petit de voir que dans les années 80, 90, c'est encore le cas aujourd'hui, la plupart des pays qui mettent le mot démocratique dans leur acronyme le sont pas toujours réellement. Et que c'est une manière d'assumer, de dire nous exprimons un gouvernement pour le peuple et par le peuple comme tout le monde. Ça ne se voit pas parce qu'il n'y a pas toujours des élections, mais quelque part, faites-nous confiance.
L'autre aspect qui me passionne, c'est l'aspect de la psychologie. Et c'est pour ça qu'il vaut, si vous avez le choix, il vaut mieux faire, à mon avis, de la philosophie politique que de la science politique, simplement. Parce que la science politique, avec tout le respect que j'ai pour elle, rate parfois ou sous-estime les effets de groupe, les effets de masse, les effets de conformisme entre les individus, enjeu qui, moi, me passionne, pas simplement parce que j'ai fait un petit livre sur le libre arbitre, mais parce que, comment vous dire, il y a quelque chose qui fait en sorte que la politique est complètement imprévisible. Il suffit de voir les mouvements, on va y revenir, les mouvements notamment populistes de ces dernières années. Il y a quelque chose de surprenant, parce que c'est de la matière humaine, parce que c'est imprévisible, et que nous, les êtres humains, qui sommes évidemment imparfaits, nous sommes mus par des forces de besoin de reconnaissance, par des forces d'orgueil, par des forces d'ego. Ça m'a frappé, et c'est là que j'ai choisi d'être plutôt un philosophe politique, lorsque j'étais en cours de licence à l'ULB, lorsque j'étudiais la philo, et qu'un de mes profs, Jean-Marc Ferry, le frère de l'autre, mais il vaut mieux lire du Jean-Marc Ferry que du Luc, si vous avez l'occasion. Jean-Marc Ferry, qui est un disciple d'Habermas, de l'école de Francfort, un type absolument brillantissime, avec qui j'ai eu la chance de faire mon mémoire et ma thèse. Et il donnait un cours sur Fichte, un idéaliste allemand, pour ceux qui connaissent. Et il basait tout son cours sur la question de la théorie de la reconnaissance. Parce que Fichte, à un moment, comme tous les philosophes de la période des Lumières et avant et après, essaye d'imaginer des schémas pré-sociétaux, l'état de nature, ce genre de choses. Et il essaye d'imaginer bien deux individus qui ne se sont jamais croisés et qui ne savent même pas que d'autres êtres humains existent, mais qui un jour se croisent, ces deux individus fictifs qu'il nomme Alter et Ego. Qu'est-ce qui va faire qu'ils ne vont pas s'entretuer tout de suite? Quel est le processus à l'œuvre pour que la reconnaissance joue? Donc il élabore toute une thèse, mais basée sur finalement les attentes psychologiques. Le fait que deux êtres humains, même dans leur non-verbal, même dans ce qu'ils renvoient, même avant qu'ils puissent dire le moindre mot, doivent, et on est tous éduqués un petit peu à ça, envoyer des signaux de non-agressivité à l'autre pour qu'un début de contact se fasse. On a eu une actualisation de cela, par l'anecdote peut-être, avec le débat sur le foulard intégral. Quand il s'agit en Belgique et en France de se demander s'il fallait ou non interdire le voile, je parle du voile intégral, celui où vous ne voyez plus que les yeux, donc la burqa ou le niqab, le voile tout court nous emmènerait trop loin parce que c'est beaucoup plus compliqué, mais la question de savoir est-ce qu'on doit tolérer, hors période de carnaval, que des gens se promènent sans pouvoir être reconnus, sans devoir afficher leur visage. C'est allé jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. La France avait été attaquée. Et elle avait avancé toute une série d'arguments justifiant cette interdiction, la dignité de la femme, l'égalité entre hommes et femmes, la sécurité, et puis un petit peu, sans y croire vraiment, le vivre ensemble, parce qu'il faut pouvoir se reconnaître dans la rue. La Cour européenne des droits de l'homme a balayé tous les arguments de la France, sauf la question du vivre ensemble. En prenant un argument digne d'Emmanuel Lévinas, le philosophe, consistant à dire... Emmanuel Lévinas, pour ceux qui connaissent, c'est l'épiphanie par le visage. C'est l'idée que deux visages doivent s'identifier, se reconnaître. On ne peut pas attendre qu'une société aille bien à terme si les gens dans la rue ne peuvent pas se reconnaître et s'identifier et croiser des regards. Et ça, c'est intéressant parce qu'on place l'impératif de vivre ensemble avant un droit fondamental, puisqu'il s'agit en effet de restreindre en partie une liberté de nature religieuse, en disant oui, mais il y a des choses qui sont plus importantes, comme le vivre ensemble. Bref, il y a cette idée que chez les êtres humains, il y a cette dimension psychologique de peur, d'ego, de soif de reconnaissance, qui est, à mon avis, largement sous-estimée dans la pensée politique. Avec aussi quelque chose sur lequel je suis en train de travailler, mais qui je vous le confie en toute intimité, parce que c'est vraiment une pensée qui est assez balbutiement et c'est pas clair, mais c'est cette idée que nous avons un goût pour le catastrophisme qui nous dépasse. Mon collègue et néanmoins ami qui vient de temps en temps sur ces mêmes planches, Laurent de Sutter, a fait un bouquin qui traite en partie de ça, c'est Théorie du kamikaze. Cette idée que les êtres humains ont une appréhension pour ce qui va s'effondrer, pour l'effondrement, pour les catastrophes, pour ce qui nous met quelque part en danger, pour les chaînes d'information en continu, qui vont quelque part nous scotcher à un écran et des catastrophes. Il y a un petit côté du fait que nous aimons la tragédie, par définition, c'est pour ça que ça marche depuis les Grecs jusqu'à Netflix. Mais il y a aussi l'idée que nous aimons l'idée d'être au bord du gouffre.
c'est un peu fragile, hein, mais je crois qu'il y a quelque chose de ça. Et quelque chose de plus ennuyeux qui est dérivé de cela, l'idée que, ben oui, nous en avons peut-être marre de la démocratie parce que peut-être qu'on en a marre de la paix. Ça va trop bien. Nous ne nous sentons plus vivre suffisamment, nous ne nous sentons plus régulièrement en danger. Et peut-être que nous sommes dans des démocraties qui nous endorment et dont nous nous réveillons un peu brutalement. Peut-être qu'on dira un jour que la démocratie, c'est comme le bonheur, on la reconnaît surtout au bruit qu'elle fait quand elle part. Et nous sommes 5 ans jour pour jour après les attentats de Charlie Hebdo, en 2015. On ressent parfois, et moi je l'ai ressenti ce jour-là, quelque chose de physique quand finalement notre démocratie sur ses valeurs est réellement attaquée. Et là c'est le cas, quand on tue des journalistes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'ils écrivent ou ce qu'ils dessinent, peu importe, mais quand on tue des caricaturistes et des journalistes, on pouvait voir autour de nous des gens qui étaient physiquement mal, parce que là on s'attaquait à quelque chose qui faisait vraiment corpus avec ce qu'ils sont. Et puis il y avait la grande ambivalence entre le peuple au sens large et les hommes politiques et les femmes politiques. C'est l'ambivalence entre la consistance et le doute. D'une part, nous aimons le doute parce que nous savons que le doute est source d'intelligence. René Descartes et son cogito, ce n'est pas simplement « je pense donc je suis », c'est « je doute donc je pense donc je suis ». Parce que, pour rappel, dans son raisonnement, c'était « tiens, qu'est-ce qui peut me prouver que je suis sûr d'exister ? Eh bien, si je peux m'imaginer comme... Si je me pose la question, ça veut dire que je pense, et pour penser, il faut être. » Donc nous aimons le doute. Et en même temps, lorsque nous assistons à des débats, notamment politiques, à la télévision ou ailleurs, vous avez toujours affaire à des gens qui ne doutent pas, qui sont consistants. Mais oui, mais c'est ça qu'on aime chez eux, ou chez nous, oserais-je dire. C'est l'idée qu'on a des gens qui ne vont pas changer d'avis dans la minute. Or, pourtant, ils gagneraient peut-être une partie de notre respect s'ils pouvaient changer d'avis. Mais ça, j'ai jamais vu. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un sur un plateau de télé dire à son opposant « Eh bien, vous avez raison, vous m'avez fait changer d'avis ». Pourtant, si la réflexion et la délibération étaient imprégnées dans le débat politique sans le jeu de rapport de force et sans l'idée qu'il faut apparaître consistant et fort pour remporter la mise, ça devrait fonctionner comme ça. Moi, ça peut m'arriver d'être effectivement convaincu par un adversaire politique. Alors, j'essaie d'introduire ça de temps en temps dans les « Ah bah oui, je peux être d'accord ». Mais du coup, vous pouvez vous faire tacler par votre base ou par vos militants. Genre, mais enfin, non, il faut être plus assertif, il faut être plus fort. Là, il y a un jeu. Je ferai peut-être plutôt un bouquin quand je serai sorti de cette partie de ma vie, mais il y a un jeu là-dessus qui n'est pas très clair. Et puis, il y a le fait que le mot « peuple » se réinvite violemment dans le langage politique. Je n'ai pas le souvenir que c'était comme ça, dans les années 80 ou 90. Bien sûr, on parlait du peuple, surtout en référence au régime de l'autre côté du rideau de fer, mais il y a quelque chose de nouveau. Et ma thèse à moi, c'est que le fait que le peuple émerge tellement comme sujet et comme objet politique dénote qu'on est à un carrefour et à un tournant que nous ne sommes pas encore sûrs de bien négocier. C'est que nous sommes dans un carrefour de grande incertitude idéologique. Il n'y a plus d'idéologie clé sur porte qui fonctionne vraiment. Nous sommes dans un flux de contingence. Il suffit de voir les récents événements dans une série de pays qui nous entourent pour voir que tout est possible. Et donc le peuple, même si c'est un concept vieux comme le monde, on va le voir, nous interroge. D'abord, de quoi s'agit-il ? Ça, je vous liste ce qu'on va se dire pendant les 6 conférences à venir. Est-ce qu'il existe une définition consensuelle ou est-ce que ce n'est qu'un mot valise relativement pratique pour qui veut parler de politique ou faire semblant d'en parler ? Qui possède la légitimité de se revendiquer peuple en admettant qu'il existe ? Est-ce qu'il faut considérer que c'est une notion plutôt artificielle assumée ou plutôt naturelle ? On va en dire un mot tout à l'heure. Notre bagage philosophique politique repose sur une ambivalence là-dessus. C'est que le peuple est à la fois une construction séculaire millénaire et à la fois il y a une rupture et une table rase nécessaire. Parce que le peuple et la nation sont institués par des contrats, un contrat social, dirait Rousseau, Hobbes, Locke. Et il y a les deux dimensions en permanence. Et puisque le peuple a toujours raison, ça on aura l'occasion de se le demander également. Alors, est-ce que nous sommes entrés dans le siècle des populismes ? Si vous regardez un dictionnaire de philosophie classique, on va vous définir le populisme comme suit, je cite, « Dans son acception générale actuelle, le mot populisme désigne une approche politique qui a tendance à opposer le peuple aux élites politiques, économiques ou médiatiques.
Le sentiment d'exclusion du pouvoir, même élu démocratiquement, est à la base de cette attitude qui touche aussi bien des sensibilités politiques de droite que de gauche. Le populisme se réfère à un peuple qu'on estime exclu du pouvoir et non écouté par la démocratie représentative, jugée coupée des réalités. Alors, c'est peut-être vrai que nous sommes à l'ère des populismes d'une manière un peu plus forte, et il y a tout de même une série d'indices et d'événements qui peuvent nous en donner la perception. Le premier d'entre eux que je trouve le plus frappant, c'est le Brexit. Le Brexit, c'est un truc extraordinaire. Pas politiquement, bien sûr. Politiquement, c'est une catastrophe, il n'y a pas de souci, c'est un désastre. Mais comme objet de pensée politique, c'est extraordinaire. Pas simplement parce qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de voir un empire qui est en train de comprendre qu'il n'est plus un empire, mais aussi parce que toute la saga du Brexit, qui n'est pas terminée, il a l'air un peu plus consistant aujourd'hui qu'hier, mais ça fait tout de même presque 4 ans que ça dure, montre une opposition interroge vraiment sur ce que c'est que le peuple. D'abord parce qu'on sait qu'on se retrouve avec un référendum, et ça pose beaucoup de questions sur la pratique référendaire, qui a été gagné sur 2 choses. Sur une campagne axée sur une série de mensonges éhontés, comme on le sait, notamment sur le fait qu'il allait y avoir un choc de simplification, qu'on allait prendre tout l'argent qu'on donne à Bruxelles depuis des siècles et qu'on allait le réinjecter dans notre protection sociale, nous les Anglais, c'est un choc de simplicité, c'est un peu eux contre nous. C'est un choc amené par la question de la migration, et là, pour le coup, plutôt de la migration européenne de l'Est, installée depuis longtemps en Angleterre, à Londres et dans ses faubourgs, même si, sans doute que la crise migratoire de 2015-2016, qui s'est produite en même temps, n'a pas aidé dans la subjectivité, mais c'est aussi le fruit d'un travail de plusieurs années d'une presse tabloïde britannique, qui a construit ce mythe du « us versus them », du nous contre eux, du fait que tout ce qui ne va pas dans le monde, dans le petit monde britannique, est à blâmer grâce à un bouc émissaire qu'il est facile de désigner comme l'Union européenne. Avec un oubli fantastique, quand Boris Johnson, Nigel Farage et tous les partisans de la campagne Leave prennent le slogan « Take control back ». Ils oublient de dire qu'à son adhésion, en 1973, si je ne m'abuse, la Grande-Bretagne, elle était encore en train de rembourser des prêts du FMI. Elle était dans une situation absolument catastrophique. On est arrivé à vendre avec succès politiquement une Grande-Bretagne qui n'a jamais vraiment existé, pour dire qu'il fallait reprendre le contrôle. Et donc, on est en droit de se demander si cet exercice pratique gigantesque qu'est le Brexit ne montre pas les limites de ce qu'est la pratique référendaire. Parce que le référendum, c'est une question simple où vous répondez par oui ou par non. Le vrai pouvoir est toujours du côté de celui qui détermine la question dans un référendum. Il est plutôt là que dans les mains du peuple qui répond. C'est intéressant de relever que, j'allais dire James Cameron, mais non, ça pouvait être lui, mais David Cameron avait imaginé tout un scénario en cas de oui, et qu'il avait mis dans la balance. Si vous dites oui, on a déjà un deal avec l'Union européenne, on va renégocier, on sera encore plus à part, mais tout en ayant un pied dedans, un pied dehors, et qu'il n'y avait pas de scénario pour le non, tellement le non semblait quelque chose d'apocalyptique et d'improbable. Raison pour laquelle on a fait voter des gens sans alternative claire, et qu'on est arrivé dans une campagne complètement émotionnelle. Je dis ça parce que je ne dis pas que par définition tous les référendums sont de nature populiste, mais ce sont à chaque fois des entreprises de simplification, et dans les faits, même nous ici en Belgique on en sait quelque chose, je connais peu d'exemples attestés de référendums ou de consultations populaires qui ont engendré un climat de stabilité civile. Je crois que c'est Napoléon qui disait, de toute façon, on sort de l'ambiguïté ou de l'ambivalence qui a ses détriments, mais en l'occurrence, les référendums ont rarement calmé les choses, sauf dans un cas qui s'est produit un petit peu avant en Irlande, et que je trouve intéressant à poser au Brexit. L'Irlande, pays très catholique, a voulu légiférer sur la question du droit à l'avortement. Et ils ont voulu le faire via référendum. Mais ils ont fait quelque chose d'assez intelligent, qui est de ne pas faire une campagne de quelques semaines, quelques mois, en posant binairement une question par oui ou par non. Ils ont fait obligatoirement ça précéder de panels citoyens,
de citoyens devant se réunir un petit peu à gauche, à droite, de pratique de la délibération, terme dont on va beaucoup parler. Parce qu'avoir une opinion est une chose, avoir un avis est une chose, avoir un avis délibéré, c'est-à-dire qui s'est heurté à la contradiction, à la confrontation, à la possibilité de changer d'avis, en est une autre. Et c'est peut-être ça, peut-être notre défi politique majeur aujourd'hui. Et donc, il y a eu un référendum qui a abouti à une dépénalisation partielle du droit à l'avortement, mais qui n'a pas fait un scandale parce qu'il y a eu un travail de préparation et de débat organisé en Irlande tellement large que du coup, le référendum est apparu comme la cerise sur le gâteau et non pas comme un champ de bataille. Et là, il y a peut-être quelque chose à aller chercher chez nos amis irlandais. Et donc, si on décide de ne pas confondre volonté et délibération, le Brexit est passionnant parce qu'il invite à se demander si les électeurs ont été correctement informés de leur choix et si le vote n'a pas été aussi remporté. Et c'est vrai que M. Cummings, qui avait fait la campagne, qui avait organisé, c'était la tête pensante de la campagne du Leave, avait beaucoup parié là-dessus, par le fait qu'on est arrivé à faire voter des gens qui d'habitude ne votent pas, un électorat invisible et sous les radars et qui du coup n'apparaissait pas dans les sondages. Avec cette question, de la même manière que des proches disaient qu'il est tout à fait possible de vivre sans aucune espèce de culture, il faut admettre que pour un grand nombre de citoyens, il est tout à fait possible de vivre sans s'intéresser une minute à la vie politique de son pays. Et peut-être singulièrement, depuis qu'on peut avoir l'impression, avec l'émergence de la démocratie libérale, donc quelque part individualiste, repliée sur une société de droit individuel et de confort, qui est tout à fait moyen de vivre sa petite vie, son petit confort, sans être vraiment devoir se concerter sur ce que sont les enjeux politiques généraux. Et puis, ce qui est passionnant avec le Brexit, enfin, c'est qu'ils ont opposé deux formes de légitimité populaire. On a eu ce match entre les gagnants du référendum et le Parlement britannique. Et au fond, c'est une opposition entre deux formes de souveraineté légitime. La souveraineté à plus de 50% avalisée par le peuple, et c'était légitime, ils ont gagné le référendum, et le même peuple représenté par des forces au Parlement soit carrément hostile au Brexit, soit hostile au Brexit tel qu'on essayait de le faire approuver. Et la crise ne se termine qu'une fois que ces deux volontés populaires sont réconciliées, quand Boris Johnson, enfin, trouve une majorité pour permettre de faire voter ce que le Parlement, ce que le peuple britannique a voulu, le peuple britannique, les 52% qui ont voulu. Le même Pierre Desproges disait « La démocratie, c'est le régime le plus injuste parce qu'il impose la vision d'une majorité et minorité ». Oui, mais il y a de quoi. Je trouve qu'on a beaucoup perdu avec son décès. J'ose pas imaginer ce qu'il dirait aujourd'hui. Et donc là, on a deux formes de volonté populaire qui se sont magnifiquement opposées. Et ça nous prouve que des questions aussi graves que l'adhésion ou le retrait d'une structure comme l'Union européenne, et ça existe dans un certain nombre d'organisations, devraient accepter des majorités qui soient un peu plus élaborées que 50%. Peut-être qu'il faut des systèmes de majorité qualifiés lorsqu'il s'agit de faire sortir votre pays de l'Union européenne et donc d'engager en plus les générations qui suivent. Quand on sait que les jeunes ont été bien plus majoritaires à voter contre le Brexit que les personnes plus âgées, ça fait réfléchir. Alors, il y a d'autres symptômes, évidemment. Il y a notre ami Trump. Je fais partie des gens qui sont toujours pas complètement remises de leur sidération de l'élection de ce monsieur. Dans la collection dirigée par Laurent de Sutter, va paraître cette année un petit livre d'Alain Badiou qui s'appelle simplement Trump, ce qui montre qu'il y a un vrai phénomène là encore à analyser, parce que je crois que l'effet de sidération ne vient pas seulement de la surprise, ça vient du fait que on est avec Trump, comment vous dire, quelque chose de non seulement surprenant, inattendu, mais qui a l'air indestructible, alors que le quart du dixième de ces frasques, il y a 20 ans ou même il y a 10 ans, dans la peau d'un autre président ou d'autres dirigeants américains, la moindre de ces déclarations ne serait sans doute pas passée. Le plus frappant, c'est peut-être qu'il a pu être élu, notamment malgré le fait qu'une semaine ou deux avant son élection, il y a eu cette polémique, c'est ahurissant dans un monde
post-MeToo, mais où on a retrouvé et publié des enregistrements de lui se vantant de faire non seulement de la prédation, mais limite de l'agression sexuelle envers un certain nombre de femmes. Mais pour que Trump soit élu, il a bien fallu que des femmes votent pour lui. Il y a même d'ailleurs plus de femmes que d'hommes qui ont voté pour lui. Et donc, quand vous vous dites ça, vous vous dites qu'il y a quelque chose de sidérant et de fort. Ah oui, certains me diront, oui, mais il n'a pas été élu avec la majorité des voix, parce que le système américain fait que... c'est un faux argument, parce que si le système américain avait été différent, et qu'on se passe de grands électeurs et qu'on fasse un système à la française, peut-être que Trump n'aurait pas été élu, mais vous ne pouvez pas en être sûr, parce que du coup, les gens n'auraient pas voté de la même manière. Si vous êtes républicain et que vous habitez en Californie, vous ne vous déplacez pas aujourd'hui. Si le vote est complètement globalisé, vous vous déplacez. Donc, invoquer le système, là encore une fois, vous voyez, on sous-estime l'aspect humain. Si vous changez le système, n'oubliez jamais que du coup, les gens vont aussi changer leur manière de voir les choses et de voter. Et donc, néanmoins, vous avez vraiment une Amérique coupée en deux. Et vous avez un Donald Trump qui joue, lui, à fond la carte du peuple. Et il a eu cette phrase à son inauguration, « We're taking power back from Washington, D.C., and giving it back to you, the people ». Dans une verve qu'il n'a jamais quittée depuis. C'est vraiment... il est l'exemple même du dirigeant populiste, c'est-à-dire celui qui prend à partie la population au sens large, mais aussi les médias, et désigne des ennemis, notamment les médias, notamment les autres, avec des mots extrêmement forts et un culot qui n'avait jamais été assumé avant, avec le fait que le mépris qu'on peut lui afficher, il peut le transformer. Il arrive à transformer le mépris dont il fait l'objet en argument anti-élite, en flattant les peurs, les angoisses d'un électorat délaissé, en particulier dans ce qu'on appelle la ceinture de rouille, c'est-à-dire tous ces cols bleus des États du nord des États-Unis qui ont fini par voter pour lui. Il y a l'idée il y a le fait que rien ne semble vraiment pouvoir l'atteindre, alors qu'au fond, c'est une élite. C'est ça qui est passionnant. C'est une élite, puisqu'il est le fils de riches promoteurs immobiliers, qu'il a lui-même fait... Enfin, il a su faire quand même une carrière immobilière avec des hauts et des bas, mais en terminant tout de même avec un compte en banque assez fourni. C'est une élite qui parvient à faire croire qu'il est populaire. Et je crois qu'il est, du coup, et c'est ça qui est intéressant à creuser, il marque plus ses esprits et il marque plus d'adhésion que quelqu'un qui serait vraiment issu des classes populaires et qui aurait grimpé laborieusement. C'est comme si le fait qu'il soit une élite qui se retourne contre les autres élite lui donnait une onction populaire et populiste supplémentaire. Et fait en sorte que tous les gens d'une condition modeste ne lui en veulent pas, lui, devenir vaguement d'une élite, parce que lui, au moins, il dit la vérité. Alors on pourrait citer, il n'y a pas que lui, il y a Salvini, il y a Orban, il y a des tas de figures qui montrent que le danger populiste vient aussi de partis complètement établis, sans oublier M. Berlusconi qui, à mon avis, a préfiguré beaucoup de choses. Puis un autre épisode qui m'intéresse beaucoup, c'est la question des Gilets jaunes. Bruno Latour, encore lui, les avait désignés comme migrants de l'intérieur. Le journaliste Jean Quatremer avait parlé d'un mouvement de beauf. Avec les Gilets jaunes, on a quelque chose d'intéressant, c'est un peuple parmi d'autres, mais c'est un peuple qui s'est réveillé et mobilisé finalement sur une question de pouvoir d'achat, sur une question même fiscale. C'est un mouvement né sur Facebook parce qu'une utilisatrice de sa voiture s'est mise à râler contre une taxe carbone, un relèvement des accises, et tout à coup, pour la France de la diagonale du vide, c'est-à-dire tous ces gens qui vivent, qui ont besoin de leur voiture au jour le jour pour aller travailler, et bien tout à coup, ça pose un vrai problème avec un sentiment de révolte. On s'empare d'un objet, ce qui est assez remarquable en soi, parce que le gilet jaune, comme objet, il n'y a rien de plus cadré. C'est l'équipement que vous avez. Pourquoi ? Parce que vous êtes automobiliste. Donc vous n'êtes pas nécessairement le plus pauvre des plus pauvres. Vous êtes automobiliste et vous avez l'équipement réglementaire en cas d'accident. Et vous prenez ce symbole-là et vous le retournez contre ce que vous appelez le système. Le problème, c'est que ça ne suffit pas pour envoyer un message. Vous ne pouvez pas simplement utiliser un signifiant. Ça ne suffit pas à donner du contenu. Mais ça témoigne d'un côté d'une mini-révolte anti-élite, et ça montre c'est quand même intéressant de voir le nombre de gens qui arrivent à se reconnaître dans ce message et qui arrivent à tout bloquer facilement, avec, là encore, je crois, une dimension psychologique qui est négligée.
peut-être que un phénomène comme les Gilets jaunes n'aurait pas pu advenir sous un autre président que Macron. Parce qu'en dehors de sa politique, ça, il ne peut rien, il renvoie une image d'arrogance. Vous me direz, il y peut peut-être quelque chose, mais il y a le fait qu'être élu président de la République à 38, 39 ans, être passé par un système de grande banque, savoir en plus bien parler, savoir poser, savoir convaincre et avoir réussi tout de même avec beaucoup de talent, le fait d'arriver à s'imposer à partir non pas de rien, mais de pas grand-chose, en bénéficiant aussi d'un ou deux coups de chance en route, mais tout de même, il y a quelque chose qui rend difficile de s'identifier à lui, et qu'il peut inspirer un certain nombre de personnes, mais pour d'autres, c'est l'inverse de Trump, l'exact inverse. Il va figurer le bon élève contre lequel avec lequel on n'a pas envie de se voir nécessairement identifié. Il peut faire ce qu'il veut. Quand vous êtes arrogant, gagnant, le type qui réussit tout seul, contrairement à ce qu'on croit, il énerve encore plus que celui qui réussit grâce à sa fortune ou qui avait une cuillère d'argent dans la bouche, parce qu'il est encore plus destructeur, peut-être pour votre ego, si vous voulez vous comparer. Un peu comme le migrant qui arrive, qui s'installe à côté de chez vous et qui va réussir mieux que vous, alors qu'il avait rien en main, qu'il n'avait pas du tout le même capital social. Je crois qu'il y a quelque chose de ça. Chez les Gilets jaunes, il y a un match entre les gagnants et les perdants de la mondialisation. Le fait de parler de migrants d'intérieur est du coup assez finement vu, parce qu'il y a le fait que la mondialisation ne marche pas pour tout le monde et qu'elle n'est pas synonyme nécessairement de réussite. Alors, je prends plus de temps que prévu, mais rassurez-vous, on va accélérer. Je voulais simplement vous dire que ce qu'on va faire dans les prochains jours, on va continuer encore aujourd'hui sur la question du peuple et de continuer cette définition. Dans 2 semaines, on parlera de Rousseau et de l'histoire philosophique du peuple. On arrivera à Rousseau en refaisant une histoire, vraiment d'histoire philosophique de la pensée politique depuis Hobbes, Jean Bodin, peut-être les Grecs, nous verrons. On verra ensuite la question de la nation autour de Fichte, mais aussi autour de la question de l'ombre et du narcissisme, parce que je crois très fort, moi, à la différenciation entre démocratie et nation, et on va essayer un petit peu de l'éclairer. Je vous ai dit qu'on parlerait du livre de David Van Reybrouck, contre les élections, qui lui assume qu'il y a une démocratie populaire qui pourrait se faire sans les élections, ou en tout cas en diminuant leur attrait. Je vais essayer de voir pourquoi, au fond, les élections se sont imposées et pourquoi nous y trouvons toujours un petit peu notre compte. On va aussi lire le livre phénomène de la nouvelle star de la philo-politique qui s'appelle Yashka Munk. Il est américain d'origine allemande et il a fait un carton avec Le peuple contre la démocratie, qui cible bien le problème d'une déconnexion entre démocratie et libéralisme. Et puis on terminera, surprise, sur politique et loi d'Hérin. Alors, pour terminer de définir le peuple, la plupart de nos systèmes s'axent autour de l'idée que bien sûr toutes les démocraties sont populaires. Dans la République française, le gouvernement est du peuple, par le peuple et pour le peuple, dans une inspiration qui trouve ses sources dans la déclaration d'indépendance américaine et qui est bien connue et qui se retrouve dans un grand nombre de régimes libéraux. Ça vous intéressera peut-être de savoir qu'en Belgique, le mot « peuple » n'est cité que 2 fois dans la Constitution. Je vous lis les articles, ça va très vite, c'est intéressant en soi. À dater de la mort du roi, et jusqu'à la prestation de serment de son successeur au trône ou du régent, les pouvoirs constitutionnels du roi sont exercés au nom du peuple belge par les ministres réunis en conseil et sur leurs responsabilités. Article 90. Article 91. Le roi est majeur à l'âge de 18 ans, il ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté dans le sein des chambres réunies le serment suivant. Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Donc, en résumé, le mot « peuple » n'est présent dans la Constitution de notre pays que dans 2 formules de serment que le roi, notamment, doit prononcer pour être roi. Ce que je trouve assez anecdotique. Le mot « peuple », en fait, il terrifie. Amélie m'avait contacté un petit peu au courant décembre parce que quelqu'un le soir fait des petites annonces pour nos conférences, s'était ému du fait qu'il y avait mon nom avec écrit le peuple et que du coup, enfin, qu'est-ce que ça veut dire le peuple? C'est un journal d'extrême droite, c'est le torchon du Parti populaire. Donc j'ai appelé cette personne au soir et pour qu'on s'entende en disant enfin, ça va pas ou quoi? Le peuple,
n'est pas lié à l'extrême droite a priori, je vous le cite parce que c'est caractéristique et intéressant, et rappelons que le Parti populaire, qui c'est vrai, a repris la dénomination Le Peuple et a volé, enfin l'a pris parce que le POB et le PS l'ont laissé en déshérence. Le Peuple, le premier Peuple, est un journal créé par le Parti ouvrier belge et qui a été laissé en déshérence et qui a arrêté ses activités. Le Peuple est une notion devenue tellement polysémique que dès qu'il y a une crise qui arrive, elle est récupérée à la fois d'abord par l'extrême gauche et par l'extrême droite. Et une figure qui nous montre que le peuple permet de mobiliser tout et n'importe quoi, c'est notre ami Robespierre. Je vous le cite, et si le sujet vous intéresse, je vous conseille de lire le livre, je l'ai mis dans la bibliographie, un livre qui est sorti l'an dernier de Marcel Gauchet, Robespierre, l'homme qui nous divise le plus. Robespierre nous dit « Je ne suis ni le modérateur, ni le tribun ou le défenseur du peuple, je suis le peuple moi-même. » 200 ans avant Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a rien de plus fort, si vous y arrivez en étant convaincant, que de vous installer comme voix du peuple. Je continue à lire du Robespierre. « J'ai compris, écrivait-il, que le peuple seul est bon, juste, magnanime, et que la corruption et la tyrannie sont l'apanage exclusif de ceux qui le dédaignent. Et d'en tirer cette conséquence, il y a deux partis, celui des bons et des mauvais citoyens, celui du peuple français et celui des hommes ambitieux et cupides. Plus grave, il n'y a plus que deux partis en France, le peuple et ses ennemis. Il faut exterminer tous ces êtres vils et scélérats qui conspireront éternellement contre le bonheur des peuples. Celui qui n'est pas du peuple, pour le peuple et contre le peuple. Celui qui a des culottes dorées est l'ennemi de tous les sans-culottes. » Voilà, des culottes dorées aux gilets jaunes, vous voyez qu'on reste dans une relative suite. C'est là qu'on arrive à la terreur, évidemment, parce que la raison, pourquoi est-ce que Robespierre passionne toujours aujourd'hui, c'est qu'il y en a deux. Il y a celui de 1789 et puis il y a celui de 1791, 92, 93. Il y a le grand défenseur des libertés civiles et il y a celui qui s'est approprié pendant la période de terreur l'habit du justicier et qui a fait rouler bien des têtes, à terminer par l'assiette, puisque tout ça se termine en général extrêmement mal. Robespierre inaugure une pratique qui s'est perpétuée longtemps, consistant à s'approprier le peuple, ce qui est plus facile une fois que vous avez détruit les structures intermédiaires, ce qui était tout le charme, mais aussi tout le danger de la Révolution française. C'est que dès le moment où il n'y a plus d'intermédiaire entre le peuple et ceux qui se réclament les représentants du peuple, vous n'avez plus ces amortisseurs, qui sont évidemment critiquables, que pouvaient être la noblesse, l'Église, la bourgeoisie, les autres États, à part le tiers-État, qui permettaient que le roi n'était pas si... Voilà, c'était un monarque absolu, mais pas si absolu que ça. Vous ne pouvez plus tout à fait faire exactement ce qu'il pouvait. De fait, au XIXe et puis au XXe siècle, tous les dictateurs, en ce compris Hitler, en ce compris Staline, ont pu liquider leurs opposants en les désignant nommément ennemis du peuple. C'est pas mon ennemi à moi, c'est celui du peuple. Et comme le peuple c'est moi, puisque moi c'est vous, ça marche. J'ai le pouvoir et la légitimité de faire rouler les têtes que je veux. Alors, le peuple, le mot a été mésusé longtemps. Je trouve assez caractéristique qu'il revienne. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la preuve que sans doute il y a quelque chose d'intriguant. Moi, j'ai pas le souvenir que dans les années 80 et dans les années 90, il soit aussi présent. Le peuple n'était pas à la mode parce que c'était des années libérales. Le self-made man était à la mode, pas vraiment le peuple. Et puis, parce que sans doute, il n'y a rien de plus épuisant que d'être libre. Et c'est pour ça qu'au fond, lorsqu'il y a des doutes sur l'identité, lorsque des doutes sont amenés par la mondialisation, eh bien, le peuple reprend des couleurs. Il y a la sémiologue Mariette Darigan qui nous dit « Le terme est revenu en force il y a une vingtaine d'années en réaction à la mondialisation. Face au multiculturalisme, le Front National s'est mis à parler du peuple en termes d'identité. On parle aussi aujourd'hui de peuple de gauche, et puis il y a les notions de peuple de Bretagne, de Corse, etc. » Le peuple a toujours embarrassé, en fait, la philosophie politique au sens large. Je vous lis ce qu'en dit le philosophe François Kervégan dans le dictionnaire de philosophie politique, que ça résume bien les choses. La notion de peuple n'a certes jamais été une catégorie centrale de la philosophie politique. Mais dans ses ambiguïtés mêmes, à aucun moment elle n'a eu un sens parfaitement univoque, elle en a accompagné et souligné les mutations d'une façon remarquable. Le peuple est un danger pour la cité, mais la cité n'est pas sans lui. Il est la précondition de l'ordre politique et en même temps qu'il n'est engendré par lui. Toujours tenté de la diaboliser ou de l'héroïser, la philosophie politique ne sait au fond pas trop que faire du peuple. C'est un bel aveu qui justifie que nous en parlions pendant 6 séances. Je
je crois que le peuple est l'objet de la bataille. L'objet de la bataille politique, c'est de définir qui est le peuple. Quand vous regardez dans ces définitions plus classiques, eh bien, on définit le peuple en général de plusieurs manières. Soit c'est l'ensemble de la communauté, soit c'est l'ensemble de la communauté politique en tant que telle, soit, le plus souvent, c'est une fraction de celle-ci, jugée plus précarisée, plus modeste, plus méprisée par les élites. Et nous sommes toujours, depuis le démos grec, dans cette ambivalence-là. Oui, voilà, c'est ça. Le mot démos en grec a pas moins de 6 significations différentes, parmi lesquelles l'ensemble de la communauté politique, parmi lesquelles l'assemblée politique que constituait le peuple, dont le nom propre athénien est Ecclésia, on verra ça à la 4e conférence, mais qui ne réunissait que des hommes et des citoyens libres, et puis le petit peuple, la multitude, de manière générale. Et bien sûr, il est aussi parfois tout simplement synonyme d'État ou de nation. L'économiste Schumpeter nous indique à quel point définir ce qu'est le peuple est tout l'enjeu de la bataille. Il définit la démocratie comme suit. C'est le système institutionnel aboutissant à des décisions politiques dans lesquelles les individus acquièrent le pouvoir de statuer sur ces décisions à l'issue d'une lutte concurrentielle portant sur les votes du peuple. Dans cette idée, le peuple est une fiction nécessaire. La fiction nécessaire pour que la démocratie puisse s'exercer. Mais c'est aussi une forme d'oracle. Prenez une soirée télévisée d'élection, n'importe laquelle, on se compris chez nous, vous allez voir que le grand jeu des commentateurs et des hommes et des femmes politiques est d'arriver à récupérer ce qu'ils appellent le signal de l'électeur. J'adore ça, moi, le signal de l'électeur. Et donc, à prendre des résultats avec des petites colonnes qui sont éparses de couleurs différentes et arriver, alors que chaque personne a voté pour des raisons qui lui appartiennent et qui sont extrêmement différentes, à en ressortir une harmonie. Mais là, il faut forcément être créatif et il faut être créateur. Il faut assumer l'idée que nous allons créer ce que va nous dire un signal de l'électeur. Toujours une manière de s'en sortir pour dire oui, on a perdu, mais moins que ce que les sondages avaient dit. Oui, on a gagné, forcément, regardez, on a fait mieux que ce que nous avions fait en 1978. Enfin, vous pouvez toujours trouver la bonne référence qui va vous permettre. Mais vous devez construire un récit. Et donc, la question de savoir si, au-delà de cette herméneutique, au-delà de cette rhétorique, le peuple existe vraiment, se pose sérieusement. Le peuple, dans toutes ces définitions, il y a un point commun, c'est que c'est nécessairement autre chose que de la multitude. Le peuple, c'est pas juste l'addition des volontés ou l'addition des gens. Il y a un supplément d'âme nécessaire pour que vous puissiez parler de peuple. Lorsque Robespierre se pose en représentant du peuple, il considère évidemment qu'il existe un peuple de France qui avait été méprisé par l'Ancien Régime et qui, enfin, maintenant, arrive au pouvoir. C'est toujours davantage qu'une multitude. Cicéron disait que le peuple, c'est le rassemblement d'une multitude associée par un pacte juridique et par l'utilité commune. Chez Hobbes, qu'on verra beaucoup plus dans 2 semaines, il n'y a pas de peuple sans volonté commune. C'est pour ça qu'à un moment, on crée par un contrat social un léviathan, il n'y avait rien avant, peu importe, et le peuple n'existe qu'à partir de ce moment-là. Et donc, il y a une fracture intéressante à creuser entre les pensées, j'en ai déjà touché un mot tout à l'heure, qui considèrent que le peuple provient des profondeurs de l'âge, et ceux qui, et je crois que c'est plus intéressant comme pensée, considèrent que c'est une création artificielle qui doit s'assumer. Et prenons un exemple tout simple, qui est celui de la France, justement. Ce qui est passionnant avec ce pays, c'est qu'il repose sur un amalgame, un équilibre subtil entre les deux. Il y a 2 Frances. Il y a la France née avec Clovis, qui s'est perpétuée par les monarques absolus de droit divin, avec Jeanne d'Arc, avec toute cette histoire assez extraordinaire, et qui puise là, comme peuple et comme nation, ses sources de très très loin. Et puis il y a la France révolutionnaire, précisément. Et vous avez une tension toujours aujourd'hui entre ces 2 Frances, qui se ressent extrêmement forte. Vous avez une France historique, et puis vous avez une France, celle de 1789, celle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a cette singularité, ce qui peut parfois la rendre un petit peu arrogante, d'avoir posé ces principes comme ceux des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire que on peut être citoyen, mais le plus important, c'est qu'on reconnaisse d'abord des droits à l'être humain en tant que tel, ce qui donnait une portée universaliste
certes partagé avec les Américains pour le coup, qui est assez formidable. Et donc, plus qu'une rupture avec l'Ancien Régime, la République, le concept de République, se voulait l'incarnation d'une volonté générale finalement assez inspirée de Rousseau. Une forme d'hypostase qui permet au peuple de considérer qu'il se gouverne lui-même. Et la République, c'est sans doute l'essai le plus abouti d'une triple réconciliation. Celle du pouvoir et du peuple, celle de la transcendance et de l'immanence, et puis celle de la tradition et de la modernité. Et on ressent néanmoins cette tension entre le peuple issu du fond des âges et puis le peuple instauré par la République, dans le sens où la France n'a jamais cessé réellement d'être une forme de monarchie républicaine. La Ve République a ceci d'intéressant, et elle est quand même beaucoup plus stable que la Troisième, la Quatrième, qu'elle réconcilie quelque part l'appétence monarchique, parce qu'on vote pour une personne, et le fait que ça reste une république, qu'on vote pour des lois, qu'on vote pour des... avec ce système qui pose ses limites, mais que Macron et que les autres ont bien montré par leur élection, c'est qu'il y a une seule élection qui compte vraiment. C'est l'élection d'une personne, d'un homme ou d'une femme, qui est l'élection présidentielle, et le reste, bizarrement, par une sorte de réflexe. Macron, on ne sait pas d'où il sort, il arrive, mais on lui donne sa majorité parlementaire le mois d'après, sans problème, dans un grand mouvement. Mais on va toujours dégager après les gens aussi. Dès qu'on a l'occasion, il n'y a plus beaucoup de présidents qui arrivent à se maintenir. La question de la Ve République a ceci de passionnant qu'elle propose un équilibre qui est peut-être en train de vivre sa fin, et qui assume ce côté à la fois République et à la fois pays du fond des âges, même si tout est contingent. Hein. Moi, j'aime bien notre pays parce que, au fond, toutes les nations sont artificielles. Il y a juste les nations qui le savent et celles qui ne le savent pas, comme les Anglais qui ont besoin de sortir de l'Union européenne pour se rendre compte qu'ils ne sont plus un empire, et comme la France qui oublie qu'après tout, elle porte le nom d'un envahisseur, les Francs, et que, ben oui, et que sa religion, toute fille aînée de l'Église soit-elle, n'est jamais qu'une importation moyen-orientale. Nos ancêtres, les Gaulois, au sens large, ils ne faisaient pas leur première communion, hein, ils cueillaient du gui sur des arbres et ils faisaient des sacrifices humains. Mais par contre, on doit garder les crèches, les sapins de Noël et tout le tout type. Tout est contingent, finalement. Un dernier mot, avant de pouvoir discuter 5 minutes avec vous. J'en dirai peut-être un mot un peu plus la semaine prochaine si j'ai pas le temps, mais vous programmez des conférences et puis en fait vous êtes toujours surpris par le temps que ça prend, vous passez rapidement sur des trucs que vous aviez, et parfois inversement vous vous appesantissez peut-être trop sur des choses, mais tout de même l'opinion publique c'est important. L'opinion publique est même sondagière. C'est un concept précieux parce que si on admet que le peuple est une sorte de fiction nécessaire, est-ce qu'il faut la différencier de ce qu'on appelle l'opinion publique? Est-ce qu'il y a un libre marché des opinions? Est-ce qu'aujourd'hui, l'opinion même sondagière est encore quelque chose de différent que le peuple? Est-ce qu'il n'y a pas un problème, c'est peut-être un peu politiquement correct de le dire comme ça, qui vient que nos démocraties sont devenues transparentes, simplifiées, et ont perdu quelque chose comme un masque, une opacité peut-être nécessaire, qui empêchait de se rendre compte que le peuple n'existe pas, et qui maintenant constate que nous sommes tous différents. C'est peut-être le même problème que la violence. On a l'impression que notre siècle, notre époque est plus violente qu'avant. Je ne crois pas que ce soit vrai. Par contre, il se trouve que dès qu'un kangourou meurt brûlé ou que quelqu'un se fait attaquer à l'autre bout du monde, nous le savons. Ce qui n'était pas le cas avant. Et donc nous avons une perception immédiate et plus forte du chaos et de la violence du monde. Je crois que pour les opinions et les avis, c'est un peu pareil. Je crois que de tout temps, les êtres humains ont toujours eu des opinions et des avis extrêmement différents. Il se trouve que ce qui restait en général au comptoir d'un bistrot, maintenant se retrouve sur Facebook et sur Twitter, et donne une impression de chaos et de brouillon qui n'existait pas auparavant. Et que on peut s'interroger sur les vicissitudes de ce qu'est une opinion. Je crois qu'une des explications de ce qui nous arrive, c'est que nous prenons mal l'ordre juste entre liberté d'expression et liberté de conviction. On parle de ces choses notamment dans l'histoire de Charlie Hebdo comme si, au fond, les choses sont simples. Nous avons tous une opinion, un peu comme une lampe qui est au-dessus de nos têtes. Et la liberté d'expression, c'est de permettre que toutes ces lampes interagissent et se respectent entre elles. Je crois qu'il faut prendre les choses à l'envers et de considérer que la liberté d'expression est précieuse parce qu'elle permet la liberté d'opinion, parce que nous avons des cerveaux contaminables en permanence. Nous changeons d'avis, nous évoluons, nous nous confrontons.
Et ce qui nous permet de changer d'avis et d'évoluer dans nos pensées, c'est le fait que nous discutons, que nous parlons, que nous nous confrontons le plus pacifiquement possible les uns les autres. Et que quelqu'un peut m'interpeller ici à la sortie d'une conférence, me dire « vous avez tort sur ceci ». Par fierté, je vais dire « non, mais je vais quand même y réfléchir après ». Voir si par hasard, c'est peut-être pas exact, que je dois réviser mon jugement sur quelque chose. Nous avons une fiction nécessaire mais importante du libre arbitre qui, encore une fois, élude le fait que nous sommes contaminables les uns les autres. Il y a une ou deux législations qui le montrent et qui trahissent cela, comme la législation antidiscrimination et antiracisme. On dit souvent le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Mais c'est faux de dire ça. Je veux dire par là que ça ne rend pas service à la cause. Ce n'est pas le racisme qui est interdit. C'est le fait d'appeler à la haine pour motif racial ou de discrimination. Et c'est pas pareil. Vous avez le droit d'être raciste. Vous avez le droit d'être raélien, de penser que la Terre est plate, ou d'avoir même, au fond de votre âme, le corpus de pensée le plus abject ou le plus absurde. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de le dire et de le professer publiquement, d'inviter d'autres gens à considérer, même si c'est ce que vous pensez, qu'il faudrait jeter à la mer les Noirs, les Blancs, les Juifs, les Arabes, les homosexuels, vous choisissez. Parce que si vous le dites publiquement et que vous le professez, vous assumez un rôle de performation et de responsabilité, vous embrigadez d'autres pensées avec vous. Et ça peut se terminer mal, en ce compris physiquement, parce qu'un jour, quelqu'un va prendre une mitraillette pour agir en fonction de cela. Je veux dire par là que le législateur, lui, sait, avec ce genre de dispositions et de lois, que les cerveaux sont contaminables. Ça peut aller dans tous les sens. Et qu'on fera, à mon avis, un peu plus de travail de pédagogie en arrêtant de dire que le racisme est interdit, mais en disant que c'est l'appel à la haine qu'il est. Parce qu'on n'avance pas en infantilisant les gens. Donc, il y a un dualisme, ça je vous passe, le dualisme corps-esprit depuis Descartes. Il y a aussi le fait que les nouvelles technologies, sans doute, rabattent les cartes extrêmement méchamment. Je sais que c'est toujours compliqué d'avoir l'air de crier sur l'outil, mais vraiment, pourtant je n'avais que 18 ans quand Internet est arrivé vraiment dans les vies de tout le monde, mais je me souviens, je repense souvent au monde sans Internet. J'essaie de m'imaginer, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, cet exercice, savoir si non seulement on agissait différemment, oui certainement, on ne prenait pas rendez-vous de la même manière. Je rappelle qu'Internet a détruit ou a recyclé tout le monde de la musique, de la photo, de la politique d'une certaine manière, on va y venir, de tout ce qui est culturel. En fait, c'est une révolution dont les impacts, notamment sur la manière de penser, ne sont, à mon avis, pas encore justement mesurés parce que nous avons encore le nez dans le guidon. Mais je crois même qu'on ne réfléchissait pas tout à fait de la même manière. On ne conceptualisait pas tout à fait de la même manière. Et je crois que ça a un impact qu'on ne mesure pas. Notamment, ça se voit avec la manière dont les opinions sont affichées. Des tas de gens s'expriment sur Internet en oubliant qu'ils sont sur un espace public. Et il se trouve ils peuvent se voir appliquer des lois qui, en fait, ont été écrites au 19e, 20e siècle pour des écrits pamphlétaires. Quelque chose que je délibère, on va terminer avec ça, que je réfléchis et que j'assume. Pas quelque chose qui a l'air d'un coup de gueule que j'aurais pu faire à une terrasse de café ou dans un bistrot. Je termine sur la notion d'opinion publique parce qu'elle a beaucoup varié et que ça va nous permettre de rebondir après, la semaine prochaine. L'opinion publique, vous trouvez le mot dès les pensées des Lumières. Chez des gens comme Holbach, Rousseau, c'est un terme relativement péjoratif, associé à la tradition, l'honneur, l'estime, aux mœurs, aux préjugés. Et puis, il y a eu l'essor de la société industrielle, avec ses corollaires, c'est-à-dire l'émergence d'une bourgeoisie éclairée, de gens qui discutent, par exemple dans des salons, par exemple dans des clubs, par exemple dans des bistrots, et deviennent une forme d'opinion publique éclairée. C'est Jürgen Habermas qui a... c'est son œuvre principale, hein, penser l'espace public à la manière dont ceci s'est constitué. Habermas nous apprend qu'il y a une mutation idéologique qui s'est appuyée sur la transformation des systèmes de relations économiques et de la sphère familiale bourgeoise, la constitution d'une bourgeoisie éclairée, reliée aussi avec l'émergence de la presse de masse, qui commence à se faire notamment avec le peuple et d'autres sur des opinions et des piliers particuliers, mais qui permettent qu'une opinion publique se crée. Et puis arrive le XXe et XXIe siècle avec le règne discret des sondages d'opinion.
L'opinion publique n'existe pas, dit Bourdieu dans un article paru dans les Temps modernes, resté assez célèbre de 73, et qui était très critique sur les sondages d'opinion, qui pourtant n'étaient qu'à leur balbutiement. Aujourd'hui, le monde politique serait quand même très ennuyeux, mais je crois les lecteurs aussi, si les sondages d'opinion disparaissaient. Joël Milquet avait fait cette proposition que je trouve moi intéressante, qui est de suggérer, bon forcément elle avait un intérêt politique puisque les sondages n'étaient pas bons, mais de suspendre la publication de sondages d'opinion 1 mois ou 2 avant l'élection. Extrêmement intéressant parce que les sondages, d'abord, prennent pied sur l'idée qu'il y a une similarité et une représentation qui fonctionne. C'est une représentation arithmétique de l'opinion. Le sondage part du principe que toutes les opinions se valent, alors c'est aussi le principe de la démocratie, hein, mais ça a aussi un impact. C'est que la démocratie, et c'est normal, parce qu'à moins de revenir au suffrage censitaire, vous ne pouvez pas faire autrement. Le professeur de sciences politiques de l'ULB, qui a comparé tous les programmes, va avoir une voix de la même valeur que le technicien qui n'a pas d'avis et qui a choisi au hasard quand il était en train de faire la file. La démocratie, c'est ça. Et c'est très bien, il n'y a pas moyen, évidemment, de penser à un autre système. Mais ça veut aussi dire que la manière dont les opinions émergent n'est jamais prise en considération. Si je fais un sondage d'opinion, 9 fois sur 10, je vais créer l'opinion au moment où je pose la question. Si je m'arrête dans la rue, ici, je demande aux gens que pensez-vous du gaz de schiste. Alors les gens, instantanément, d'abord vont être réticents à dire la bonne réponse qui serait habituellement « je ne sais pas ». Parce que nous plaçons, j'y reviens encore, de l'ego et de l'estime de nous-mêmes dans nos opinions. Pourquoi est-ce que nous sommes si réticents à changer d'opinion philosophique, politique, religieuse? C'est parce que nous avons fait un corpus avec ces opinions. Elles font partie de notre identité. Et même par rapport à un sondeur qu'on ne reverra jamais de sa vie, oser dire « je ne sais pas ». Comment? Vous ne savez rien sur le gaz de schiste, mais enfin, vos petits-enfants sont en train de manifester pour sauver la planète. Oui, mais néanmoins, vous pouvez assumer que je ne sais pas. Je vais créer une opinion qui va être oui, non, je suis contre le fait qu'on fort dans le gaz de schiste. Et l'opinion de la personne peut-être très informée que je vais attraper après va valoir dans l'arithmétique exactement la même chose que l'opinion de la personne qui va improviser, et je soupçonne que ce soit la majorité des situations, une opinion tout de suite. Et donc, c'est le premier problème des sondages qui rend le sujet passionnant comme objet philosophique, qui est qu'elle met à égalité une série d'opinions et d'avis qui ne sont pas arrivés à maturité de la même manière, et qu'on met à égalité le fruit d'une délibération avec quelque chose de complètement éventuellement émotionnel ou qui n'est pas délibéré. Et puis l'autre problème, c'est leur côté autoprédictif, évidemment. C'est-à-dire que les sondages nous servent aussi à savoir, nous, les uns et les autres, quelle est l'opinion un petit peu à la mode, quel est le mouvement politique qui a l'air d'avoir compris, parce que personne n'a envie d'avoir tort tout seul, hein, c'est toujours pareil. Et donc, il y a souvent un mouvement d'emballement, un parti qui commence à progresser, ou une opinion qui commence à progresser peut avoir un mouvement d'emballement, parce qu'on sait qu'on est plusieurs et qu'il y a un conformisme de groupe qui fait en sorte que nous avons une tendance à suivre l'avis de la majorité. Tous ceux qui doivent animer ou participer à des réunions, parfois interminables dans le monde professionnel, voient bien que même si on est plus de 4 ou 5 autour d'une table, ça joue directement. Qui va prendre la parole en premier? Qui va oser contester un point de vue? J'avais, je crois, ici, notamment, évoqué un jour l'expérience de Solomon Asch, le maître de Stanley Milgram. Tout ça se déroule à Yale dans les années 50-60. Milgram, c'est l'expérience avec les chocs électriques que tout le monde connaît, mais son maître avait fait une expérience qui était moralement moins problématique, mais qui consistait à demander à des individus qu'on faisait entrer et qui voyaient au tableau des segments de taille différente et un segment témoin qui ne correspond qu'à un seul des trois autres segments, de désigner visuellement, ce qui était une évidence, quel segment correspond à A, B ou C. Et évidemment, tout le jeu est de voir si vous faites entrer un cobaye avec des groupes plus ou moins nombreux, et que tout le groupe défend une mauvaise réponse qu'on peut considérer à l'œil nu comme une mauvaise réponse, combien de personnes vont oser rester sur leur position de ce que leur disent leurs yeux par rapport à ce que leur disent le groupe? En général, quand vous montez, il y a un plafonnage à 30%, c'est-à-dire qu'il y a moyen de faire changer d'avis 30% de gens au maximum, qui vont changer d'avis et qui seront beaucoup plus portés à changer d'avis s'ils ont beaucoup de gens contre eux. Si vous êtes face à une seule personne, vous n'allez pas changer d'avis facilement, dans seulement 8 ou 10% des cas. Si vous êtes face à 4, 5, 8 personnes,
vous allez avoir une tendance à changer d'avis parce qu'à un moment, il y a le jugement du groupe, il y a votre propre estime de vous-même qui l'emporte sur ce que vos yeux vont dire, parfois avec des arguments très rationnels. Il y a des gens qui témoignent et qui disent moi, je voyais bien que mes yeux me disaient autre chose, mais qui suis-je pour douter qu'éventuellement mes yeux ne disent pas la réalité des choses. J'avais prévu de vous dire 2-3 autres choses de plus, mais je crois que je vous ai dit l'essentiel. Et comme il est déjà 11h15 et que je vois Amélie faire des allers-retours, je vais clôturer ici pour aujourd'hui, mais je vous écoute si vous avez des questions, et je vous remercie pour votre attention pour cette première séance.